Chez nous, lors d'une réunion de famille, mon père a levé son verre et déclaré « Portons tous un toast à mon fils. Un loser incapable de garder un emploi, qui squatte toujours mon canapé et qui ne se montre que pour se gaver gratuitement. » Les gens ont éclaté de rire. Mon oncle a crié « Peut-être que l'année prochaine, il apportera un chèque de paie. » Je me suis contentée de sourire, puis je me suis éclipsée avant la photo de groupe, en prétendant avoir un appel. Plus tard, j'ai entendu mes cousins chuchoter à mon sujet dans le couloir, pariant sur combien de temps je tiendrais à mon prochain emploi. Des années plus tard, il a envoyé un message vocal. « S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis toujours ton père. » J'ai juste ri parce qu'il avait enfin réalisé ce que j'avais fait. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens ici, mais je crois que j'ai juste besoin de déverser ça quelque part. C'est le genre de choses qu'on ne pense jamais écrire. Mais voilà, on y est. LOL. Et puis, je ne cherche pas de conseils. Je ne cherche pas de sympathie. Je suis juste honnêtement furieuse et je veux voir si quelqu'un d'autre comprend pourquoi. Bref, je m'appelle Brock. J'ai 28 ans et je suis celui dans la famille dont tout le monde s'attend secrètement à ce qu'il rate tout. Pas méchamment, la plupart du temps. C'est juste un bruit de fond pendant les vacances. Brock, c'est celui qui n'arrive pas à se prendre en main, qui n'arrive pas à garder un logement, qui n'a rien de stable, etc. Et oui, j'ai pas mal bougé. J'ai vécu chez mon père, Barry, et Vicky, ma mère, de temps en temps. Surtout parce que je n'avais plus les moyens de payer mon dernier appartement, mais apparemment, ça fait de moi une espèce de parasite à leurs yeux. LOL. J'aide. Je ne suis pas une perte totale, mais bon. Donc, tout commence lors de cette stupide réunion de famille que mon père Barry a décidé d'organiser. Il est bizarre avec les trucs de famille depuis 2020, agissant comme si le simple fait de réunir tout le monde allait compenser d'autres choses. Il a beaucoup perdu pendant le confinement, et il ne s'en est jamais remis, donc je suis à peu près sûre que c'est en partie pour ça qu'il est toujours sur mon dos. Il me voit comme le reflet de son propre désordre. Il a loué cette salle communautaire, ce qui était honnêtement un peu triste. Les murs sont d'un beige bizarre qui ressemble à un pansement sale. Il y a un buffet, des tables pliantes. Mon oncle Reban est là dans une chemise qui donne l'impression qu'il est sur le point d'aller sur un terrain de golf. J'entre et la première chose que je remarque, c'est que tout le monde est déjà là. Absolument tout le monde. Cousins, tantes, même Gina et Junipé, qui zappent généralement ce genre de trucs sauf s'il y a des boissons gratuites. Je suis en retard parce que ma course partagée me dépose à la mauvaise entrée. Et je n'ai pas envie d'expliquer ça à qui que ce soit. Je porte mes vêtements habituels. Rien d'extravagant, mais je ne suis pas crado non plus. Mon père a déjà commencé son truc où il passe d'une table à l'autre en servant du vin. Il ne boit pas habituellement, mais il a un verre plein et sa voix est bien trop basse. Et tout de suite, je sens que quelque chose ne va pas. Genre, les gens n'arrêtent pas de me regarder puis de détourner le regard, surtout mes cousins. Junipé chuchote à Gina, et elles baissent toutes les deux les yeux sur leur téléphone. Je me contente d'ignorer, de prendre de la nourriture, de m'asseoir près de la fenêtre. Vicky essaie de me dire bonjour, mais elle a ce regard qui dit qu'elle a envie de dire quelque chose, mais qu'elle ne sait pas comment commencer. Donc, environ 1 heure après, les gens terminent de manger, et mon père fait soudainement teinter son verre. Je jure que j'ai une mauvaise sensation dans mon estomac, comme si je savais ce qui allait arriver. Il se lève, fait toute une histoire sur le fait qu'il veut porter un toast, et tout le monde sourit déjà. Je vois Reban donner un coup de coude à sa femme comme s'il était dans le coup. Je me suis toujours sentie différente. Pas spéciale, pas meilleure, juste différente. J'ai toujours navigué en marge, observant de loin les dynamiques familiales complexes se déployer. Ce n'est pas une position que j'ai choisie, mais une position qui m'a été attribuée, presque comme une étiquette discrète que personne ne daigne retirer. Je m'appelle Brock, et dans l'arbre généalogique étendu de ma famille, je suis la branche qui menace de se rompre sous son propre poids. Cette réunion de famille. Barry, mon père, en a fait tout un plat. Depuis la pandémie, il est obsédé par l'idée de rassembler tout le monde. Comme si un grand repas pouvait réparer les fissures qui se sont formées au fil des ans, les silences malaisés, les rancunes non exprimées. Peut-être qu'il voit mes difficultés comme un reflet des siennes, de ses propres pertes. Le lieu qu'il avait choisi, cette salle communautaire à l'atmosphère tristounette, avec ses murs d'un beige douteux, ne faisait qu'accentuer l'ambiance désolée. Des tables pliantes, un buffet, le summum de la festivité. L'arrivée a été comme prévu. Je me suis pointée en retard, grâce à un chauffeur de VTC qui ne semblait pas comprendre le concept d'itinéraire. Ce n'était pas grave, ce n'est pas comme si l'on m'avait manqué. J'ai remarqué tout de suite l'atmosphère chargée de sous-entendus. Les regards en coin, les sourires étouffés, les chuchotements. Gina et Junipé, mes cousines,
habituellement absente de ce genre d'événement, était présente. Elles pianotaient frénétiquement sur leur téléphone, leurs regards se croisant avec un air entendu. Assise près de la fenêtre, à l'écart, j'ai observé mon père. Barry, d'habitude un homme sobre, arpentait la pièce, un verre à la main, la voix plus forte qu'à l'accoutumée. Il cliquetait, plaisantait, se donnant en spectacle. J'ai eu un mauvais pressentiment. Un nœud s'est formé dans mon estomac, une intuition que quelque chose de désagréable allait se produire. Quand il a levé son verre pour un toast, j'ai compris que mes craintes étaient justifiées. Reban, mon oncle, lui a même donné un coup de coude, anticipant apparemment le spectacle qui allait suivre. Ce n'était pas un toast sincère, une célébration de la famille. C'était une exécution publique, et j'étais la cible. « Portons tous un toast à mon fils Brock », a déclaré papa. J'ai ressenti un pincement. Évidemment. Le type incapable de garder un emploi, qui squatte toujours mon canapé et qui ne se pointe que pour se goinfrer gratuitement. Personne n'a hésité. Tout le monde a ri, pas un petit rire poli, non, un rire franc, bruyant. Reban a même crié, peut-être que l'année prochaine, il apportera un chèque de paie. Vicky, elle, a fait une drôle de grimace et a baissé les yeux, sans rien dire. Moi, je suis restée assise, un sourire crispé sur le visage. Que pouvais-je faire d'autre? Ce n'était pas comme si j'allais me mettre à hurler dans une pièce remplie de gens qui pensent déjà que je suis une blague. J'ai entendu Gina glisser quelque chose à propos de ma durée de séjour supposément courte, quelque chose comme « peut-être qu'il durera plus de 2 mois cette fois-ci ». Et Junipé a juste répondu « on parie ». J'ai senti mes poings se serrer sous la table. J'avais envie de répondre, de les remettre à leur place, mais je savais que si je commençais, je leur donnerais juste plus de munitions. Alors, je me suis levée, en faisant semblant de recevoir un appel. J'ai collé mon téléphone à mon oreille et je suis sortie par la porte de côté. Personne n'a essayé de m'arrêter. Dans le couloir, j'ai entendu mes cousins parler de moi, encore une fois, même pas en chuchotant. Gina racontait qu'elle avait entendu dire que j'avais dormi pendant un entretien le mois dernier, ce qui était complètement faux. Et Junipé a enchaîné, qui s'en soucie. Il trouvera bien un autre endroit pour squatter. Je suis restée là, à écouter, le cœur lourd. J'ai songé à retourner à l'intérieur, à leur dire ce que je pensais, mais j'ai ensuite entendu Reban et Barry dans la cuisine. Barry se plaignait, disant qu'il souhaitait juste que je me prenne en main, qu'il n'ait plus à trouver des excuses pour moi. Reban a suggéré que si on me coupait les vivres, je finirais peut-être par me sortir les doigts. J'ai quitté la maison et je me suis assise sur le trottoir. J'ai fait défiler mon téléphone. Je ne savais même pas à qui envoyer un message. J'ai pensé à appeler une amie, mais c'était un dimanche et tout le monde était occupé. Après une quinzaine de minutes, j'ai vu le groupe commencer à se rassembler pour une photo à travers la fenêtre. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom, mais je ne suis pas retournée à l'intérieur. J'ai continué à marcher. J'ai marché sur 2 pâtés de maison avant d'appeler un VTC, et je ne suis même pas rentrée chez moi. Je suis allée chez un type que je connaissais de la salle de sport. Ce n'était même pas un ami proche, mais il avait un canapé et il ne posait pas de questions. J'ai squatté chez lui cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun appel de Vicky. Et j'ai bloqué le numéro de Barry pendant une semaine. Pendant les jours suivants, je n'ai fait que repasser toute cette scène dans ma tête. Je n'arrêtais pas de penser à l'époque où Barry me soutenait réellement, avant qu'il ne perde son entreprise. Avant que tout ne parte en vrille pour lui. Maintenant, il agissait comme si tous les problèmes de sa vie étaient de ma faute. Et si je ne me plantais pas, alors il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. J'ai décidé que j'en avais assez de les laisser se moquer de moi. J'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone. Des choses que je savais sur Barry et Reban. Des choses qu'ils ne voudraient surtout pas voir révélées. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je n'allais plus rester les bras croisés à encaisser. Ils veulent m'humilier devant tout le monde. Très bien. Je vais leur montrer ce que ça fait. Bref, c'est comme ça que tout a commencé. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, faites-le moi savoir. J'en ai encore beaucoup d'autres. Mise à jour numéro 1. Bon, voici la suite, apparemment beaucoup de gens étaient intéressés. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel engouement, mais tant mieux. Peut-être que coucher tout ça sur le papier m'aidera. Si vous avez raté la première partie, pour faire court, mon père, Barry, m'a complètement démoli devant toute la famille lors de cette réunion. J'étais la cible de toutes les blagues les plus nulles. L'oncle Reban en rajoutait une couche. Mes cousins pariaient sur ma prochaine démission. Le grand jeu, quoi. Je suis partie. Je n'ai même pas attendu la photo de groupe. J'ai bloqué Barry pendant une semaine. Rien que d'écrire ça, je suis encore en colère, c'est dire. Après ça, je me suis un peu volatilisée.
Je squattais chez un type qui ne posait pas trop de questions, il me laissait dormir sur le canapé. Super cool. Je ne regardais plus les conversations de famille, je me contentais de scroller sans fin sur mon téléphone, ignorant les appels manqués de Vicky. Je savais que si je décrochais, elle me sortirait le refrain habituel. Ton père ne pensait pas ce qu'il disait, il est juste stressé. Et je n'étais pas d'humeur à l'entendre, pas à ce moment-là. Mais c'est là que ça devient bizarre. Environ une semaine après la réunion, Vicky m'envoie un texto laconique. Tu peux venir chercher ton courrier? J'imagine que c'est encore des factures ou une pub pour les assurances auto. J'y vais. Ce n'est pas loin, et je vois que le pick-up de Barry n'est pas là. Tant mieux. Je n'ai pas envie de le voir. Vicky est sur le pas de la porte, elle a l'air fatiguée, me tend une pile de courrier et me dit qu'elle espère que ça va, mais elle n'insiste pas. Je la remercie et je m'en vais. Dans le tas, il y a une enveloppe qui se démarque. Ce n'est pas une facture, pas de pub. Elle vient d'un cabinet d'avocats et j'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte. Il s'avère que ma grand-tante Brenda, elle a toujours été sympa avec moi, pas comme Barry, est décédée et m'a laissé de l'argent. Pas des millions, mais assez pour ne pas avoir à me soucier de mon loyer pendant un bon moment. Peut-être même plus si je suis maligne. Personne d'autre dans la famille n'est au courant, pour l'instant. Il n'y a que moi. Alors, j'ai gardé ça pour moi. Je n'en ai parlé à personne. J'ai fait profil bas, j'ai laissé Barry et Reban continuer à penser que j'étais fauchée. Pendant ce temps, je me suis souvenu de toutes les petites remarques que Barry et Reban faisaient sur grand-tante Brenda, qu'elle était la vieille folle, et qu'elle ne me laisserait jamais rien. Bla, bla, bla. Je sais pertinemment que Barry comptait sur un héritage de sa part, il avait carrément fait des plans. Il disait à tout le monde qu'il allait, enfin pouvoir s'en sortir. Il n'y a plus que l'argent qui compte pour lui, maintenant. Depuis qu'il a perdu la plupart de ses économies, il est bizarre, comme s'il était désespéré de ne pas passer pour un raté. Il se compare sans arrêt à Reban, voire à son propre fils, ce qui explique peut-être pourquoi il est si dur avec moi. Si j'ai l'air d'une incapable, il se sentira moins comme tel. Je n'ai rien laissé paraître, mais j'ai commencé à remarquer des petits détails. Barry s'est mis à être gentil du jour au lendemain. Bizarrement gentil, il a proposé de m'aider à trouver du travail ou de me présenter des gens. Il a même évoqué une idée de projet commercial, il a dit que si je touchais de l'argent, on pourrait s'associer. J'ai failli lui rire au nez, mais je me suis contentée d'acquiescer. Je l'ai laissé parler. Je sais très bien ce qu'il manigance. Reban, soudain, se met à me texter sur comment la famille doit rester unie, et que peut-être on devrait arranger les choses. Ouais, bien sûr. Alors, je me bouge. Je prends une partie de l'argent et je regarde ce que je peux réellement en faire, au lieu de juste le dépenser en bêtises. Et j'apprends, par quelqu'un à la salle de sport, qu'il y a un poste vacant au conseil d'administration du centre communautaire où Barry réserve toujours des événements familiaux. J'assiste à une réunion. Rien de grave. Juste me montrer et écouter. Il s'avère que le centre a désespérément besoin de financement et que si vous donnez un certain montant, vous obtenez une place au conseil et vous pouvez participer aux politiques, aux réservations d'événements, tout ça. Alors, je le fais. Je donne. J'entre au conseil et je n'en dis pas un mot à personne. À la prochaine réunion de famille, Barry essaie de réserver le centre pour un anniversaire, mais on lui dit qu'il ne peut pas à moins de régler une ancienne facture qu'il avait oublié de payer. Il rentre à la maison furieux, commence à reprocher à Vicky de ne pas avoir fait le suivi. Vicky hausse juste les épaules, dit que peut-être s'il était plus gentil avec les gens, il l'aiderait davantage. Même pas en train de me défendre, juste qu'elle en a marre de ses conneries. Ensuite, je reçois ces textos de Gina et Junipé, vraiment passif-agressif, me demandant si je peux aider Papy à réserver le centre à nouveau, parce qu'il est vraiment stressé. Je leur envoie juste un emoji pouce en l'air. Sans rien expliquer. Entre-temps, je commence à faire pression pour de nouvelles politiques lors des réunions du conseil. Des choses sur les invités perturbateurs, des règles de dépôt plus strictes, des frais de retard. Je sais que Barry et Reban sont toujours en retard pour payer les choses, toujours en train de faire des scènes. Quelques mois passent et Barry essaie d'organiser une autre réunion de famille, mais on lui refuse à nouveau. Cette fois, il se présente réellement au centre, essaie de se disputer avec la réception, et j'entends dire par quelqu'un là-bas qu'il a tellement crié qu'ils ont presque appelé la sécurité. Il rentre à la maison, claque la porte si fort que le cadre tremble. Vicky me texte plus tard, dit que Barry est de mauvaise humeur, me reproche d'avoir monté tout le monde contre lui. Je ne réponds même pas. Ensuite, j'ai des nouvelles de Reban. Il se pointe à ma salle de sport, fait l'amicale, puis me demande carrément si je peux lui avancer de l'argent parce qu'il est dans une situation difficile. Je ris, je dis que je ne suis pas dans cette position. Il se fâche, me pousse dans le vestiaire, dit que je suis ingrate.
Je le repousse, je lui dis que peut-être s'il ne m'avait pas traité comme une blague pendant des années, je me soucierais. Il s'éloigne en tempêtant, marmonnant que je suis juste comme mon père. Maintenant, Barry devient désespéré. Il commence à dire à la famille que je retiens le centre en otage et que je ruine la tradition familiale. Lors de la prochaine conversation de groupe, Gina essaie de me dénoncer. Elle dit « Ce n'est pas juste, tu rends les choses difficiles ». Je dis juste « C'est marrant comme personne ne se souciait du juste quand vous vous moquiez de moi ». La conversation devient silencieuse. Personne ne répond. Ensuite, je reçois une lettre. Elle vient d'un autre avocat, pas celui de Brenda. Barry a engagé quelqu'un pour mettre à jour le testament familial. Apparemment, il me coupe, jusqu'à ce que je me reprenne en main. Le nom de Vicky est toujours dessus. Je ris juste parce qu'à ce stade, j'ai mon propre argent et je n'ai besoin de rien de ça. Après cela, Barry cesse de me parler, sauf pour m'envoyer occasionnellement des textos pour me culpabiliser. Reban m'évite lors des réunions de famille. Vicky maintient la paix, mais ne me pousse pas. La prochaine fois qu'il y a une réunion de famille, c'est dans un parc triste, avec des nappes en plastique, et Barry passe la plupart de son temps sur son téléphone, ignorant tout le monde. Gina et Junipé ne font que scroller TikTok ensemble. Elles me disent à peine bonjour. Je me sens enfin libre. Libre de leur jugement, libre de leurs attentes, libre de leur besoin constant de me rabaisser. Et c'est un sentiment merveilleux. C'est bizarre, pas dramatique, juste tout le monde qui fait semblant que tout va bien. Maintenant, Barry et Reban sont tous les deux sur la touche, et ça commence à se remarquer. Les gens me demandent ce qui s'est passé, et je me contente de répondre. Peut-être qu'il faudrait mieux traiter les gens si on veut qu'ils nous aident. Je ne vais pas mentir, c'est assez satisfaisant de les voir transpirer, mais je n'en ai pas encore fini. Il y a encore des choses que je peux faire. Si les gens veulent savoir, qu'ils me le fassent savoir. J'ai les preuves. Mise à jour numéro 2. Alors, oui, je suis de retour. Et honnêtement, je n'avais même pas prévu de continuer à poster, mais après ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai envie de tout déballer. Si vous avez lu les 2 premiers posts, vous connaissez l'histoire. Mon père, Barry, m'a humilié lors de la réunion de famille, puis a essayé de se rapprocher quand il a cru que j'avais de l'argent. Je suis entrée au conseil d'administration du centre communautaire, je l'ai empêché, lui et mon oncle Reban, de le réserver, et maintenant tout le monde agit bizarrement. Ce n'est pas comme si j'avais élaboré un plan machiavélique. J'ai juste craqué et j'ai commencé à me défendre. Et maintenant, je suppose que les choses commencent à se défaire pour eux. C'est étrange. On commence à remarquer le changement de petites manières. Par exemple, je reçois des SMS de cousins avec lesquels je parle à peine, qui me demandent si je sais pourquoi Barry ne vient plus au dîner de famille. Gina m'a envoyé une photo d'elle et Junipé lors d'une triste soirée pizza dans leur cuisine, disant que ce n'est pas pareil sans le vieux qui met tout le monde en colère. Honnêtement, j'ai failli répondre « Peut-être devriez-vous lui demander », mais j'ai juste laissé le message en vue. Ensuite, j'apprends par Vicky que Barry a essayé d'organiser son propre événement familial dans un parc, mais personne ne vient vraiment. Même Reban l'évite maintenant, ce qui est assez drôle, car ces deux-là se relayaient à chaque fête, se comportant comme s'ils étaient les rois de la famille. Il y a une tension palpable maintenant, comme si les gens réalisaient que l'ancienne routine ne fonctionne plus. Je croise Junipé à l'épicerie, et elle ne dit presque rien, elle regarde juste le sol. Puis elle me demande si je viens à la prochaine soirée entre cousins, mais c'est tellement forcé. Je hausse les épaules et dis, je serai probablement occupée. Je vois bien qu'elle veut en dire plus, peut-être me demander de l'aider à faire revenir Barry, mais elle ne le fait pas. C'est drôle la façon dont les gens agissent quand la dynamique du pouvoir change. Pendant si longtemps, j'étais la gamine dont ils se moquaient tous, et maintenant, c'est comme s'ils ne savaient pas quoi faire de moi, celle qui détient les clés. Je ne me vante même pas. J'ai juste arrêté de les laisser me marcher dessus. Et soudain, ils s'agitent tous. Pendant ce temps, Barry perd la tête. J'apprends par Vicky qu'il appelle tout le monde pour essayer de rallier des gens à sa cause. Il est furieux que j'ai ruiné la tradition familiale. Il a essayé d'organiser un truc d'anniversaire pour l'un des petits cousins et, comme il n'a pas pu réserver le centre, il a appelé la tante responsable et a commencé à crier. Elle lui a raccroché au nez. Ensuite, il a essayé de m'envoyer un SMS, comme si de rien n'était, en disant juste « et on devrait parler ». J'ai ignoré. Le lendemain, il envoie un long paragraphe sur le fait que la famille est censée rester unie. Et peut-être qu'il a été trop dur avec moi, mais je ne devrais pas m'en prendre à tout le monde. Je ne réponds pas. La situation s'aggrave pour lui parce que maintenant les gens commencent à se défendre. La femme de Reban, Brenda, pas celle qui m'a laissé de l'argent, une autre Brenda, je sais, c'est compliqué,
a carrément dénoncé Barry lors du dîner suivant, disant que s'il ne passait pas chaque événement à dénigrer les gens, il aurait plus d'amis. Barry essaie de crier. Reban s'interpose. Il y a une bousculade. J'entends quelqu'un gifler quelqu'un d'autre, et Vicky part plus tôt, en claquant la porte. Je vois les conséquences dans le groupe de discussion. Les gens prennent parti, certains disant qu'ils en ont marre du drame, d'autres me reprochant d'avoir changé l'ambiance. Je me contente de désactiver les notifications du groupe. Puis je reçois cet appel d'un vieil ami de la famille, quelqu'un qui connaît Barry depuis des décennies. Il dit « je ne sais pas ce qui se passe, mais ton père appelle tout le monde en disant que tu détruis la famille. » Je dis juste « Peut-être devrait-il réfléchir à la raison pour laquelle je voudrais faire ça. » Le plus beau, c'est que les gens commencent à me demander ce qui s'est réellement passé. Et c'est là, au milieu de ce chaos, que je me sens enfin entendue. Pas excusée, pas pardonnée, mais entendue. C'est une petite victoire, certes, mais une victoire quand même. Et je compte bien savourer chaque instant. Je me suis retrouvée à raconter l'histoire à ma famille, pas par médisance, simplement parce qu'ils sont curieux de savoir le fin mot de l'histoire. Je ne cherche pas à l'édulcorer. Je leur dis « Vous vous souvenez de ces retrouvailles ? Vous vous rappelez comment il m'a traité ? Je ne supporte plus ça. » La plupart se contentent d'acquiescer. Certains semblent mal à l'aise, mais personne ne conteste vraiment. Je crois qu'ils le savaient tous plus ou moins, mais personne ne voulait rien dire avant. Barry, lui, persiste. Je reçois ces messages vocaux étranges. Parfois, il s'excuse. Parfois, il est juste furieux. J'en ai même reçu un où il hurlait littéralement que je lui dois le respect. Et un autre où il disait un truc du genre « Tu es mon fils. Tu ne peux pas me faire ça. » Je les efface, un point c'est tout. Reban essaie de me contacter aussi. Mais après l'histoire de la salle de sport où il a essayé de me bousculer, j'ai simplement bloqué son numéro. Gina et Junipé ne me contactent pas directement, elles se contentent de laisser des commentaires sur de vieilles publications, du genre « J'espère que tu vas bien ». Mais je sais qu'elles cherchent juste des informations. Même Vicky est différente maintenant. Elle m'envoie plus de messages, me demande si je veux passer dîner, mais ne mentionne jamais Barry. J'y suis allée une fois juste pour la voir. Et elle m'a dit que Barry parlait à peine à qui que ce soit, qu'il restait assis dans sa chambre à regarder des trucs sur sa tablette toute la journée. Ce qui est le plus étrange, c'est la vitesse à laquelle les gens oublient qui commandaient avant. Maintenant que Barry et Reban sont hors jeu, on parle de nouvelles traditions, de maintien de la paix. Personne ne fait référence aux vieilles blagues. Personne ne me demande ce que je fais comme travail, où j'habite. C'est comme s'ils avaient enfin réalisé que le problème, ce n'était pas moi. Ce qui me frappe le plus, je crois, c'est la facilité avec laquelle tout a basculé. Il a suffi de se tenir debout une fois et de ne plus les laisser revenir. Pas de grands discours, pas d'affrontements dramatiques, juste fermer doucement les portes à leur nez et les laisser gérer le bordel qu'ils avaient créé. Dernier événement en date, Barry a essayé de se pointer au centre communautaire pendant l'une des réunions du conseil d'administration. J'étais assise là, en train de discuter d'une collecte de fonds avec d'autres personnes, et il entre comme si c'était chez lui. Il essaie de faire une scène. Il dit qu'il veut parler au conseil. Je lui dis qu'il doit partir. Ce n'est pas le moment. Il pousse une chaise. Il dit qu'il veut juste parler à son fils. Je lui dis, pas ici. Pas maintenant. Un membre du personnel appelle la sécurité. Il s'en va avant qu'il n'arrive, mais non sans hurler que je suis en train de détruire la famille. J'ai reçu des textos de 3 membres de la famille différents ce soir-là. Certains disaient que je devrais être plus douce avec lui. D'autres disaient que j'avais bien fait. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne suis pas en quête de vote. Quoi qu'il en soit, voilà où on en est maintenant. Barry est dehors. Reban est dehors. Je ne me laisserai plus entraîner dans des drames familiaux, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. Pas avec la façon dont Barry continue d'appeler. Ce matin, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 3 appels manqués, 2 messages vocaux, un de Vicky, un de Barry. Je n'ai écouté ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas trop ce qui va se passer ensuite, mais je ne compte pas lâcher l'affaire. Si vous voulez savoir comment ça se termine, il suffit de le dire. Une dernière chose. Ultime mise à jour. Alors, voilà. Dernière mise à jour. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Si vous avez lu les autres parties, vous savez comment tout a dérapé avec Barry, mon père, et le reste de la famille après cette réunion. J'imaginais qu'à un moment donné, il finirait par abandonner. Mais non, l'homme est têtu. Honnêtement, c'est probablement pour ça que les choses ont si mal tourné entre nous. Il doit toujours avoir le dernier mot.
Celui qui donne l'impression de maîtriser la situation, même quand tout le monde voit que c'est faux. Il s'est passé un certain temps depuis l'histoire du centre communautaire. J'ai conservé mon poste au conseil d'administration, j'ai maintenu les nouvelles règles en place, j'ai gardé leur nom sur la liste des fauteurs de troubles. Je sais, c'est un peu mesquin, mais après toutes ces années à être la risée de la famille, je me sentais justifiée. De plus, il ne s'agissait plus seulement de moi. D'autres membres du conseil m'ont même remercié d'avoir rendu les événements moins chaotiques. Je reçois encore de temps en temps un texto d'un ancien voisin qui me dit « Merci d'avoir remis les choses en ordre ». Dingue. Barry et moi n'avons plus vraiment parlé depuis des années. Parfois, je le croisais en ville et il baissait les yeux ou changeait de trottoir. Vicky m'invite toujours à dîner, juste elle et moi. Elle a sa propre vie maintenant. Je la trouve plus calme, comme si elle en avait enfin assez de jouer les arbitres. J'y vais parfois, mais jamais les jours de fête en famille. Ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête. J'apprends des choses par Gina. Des histoires Facebook au hasard. Des trucs sur Barry qui traîne à la quincaillerie et qui se plaint à qui veut l'écouter. Reban est pratiquement devenu un fantôme. Il ne se montre même plus aux tristes réunions qu'ils organisent au parc. Ce qui est drôle, c'est que personne ne me traite plus de loser. Au contraire, la plupart d'entre eux font comme si j'étais une cousine éloignée bizarre qui fait sa vie de son côté. Ça me va très bien. Alors, le plus étrange, c'est qu'après tout ce temps, je commence à recevoir ces appels aléatoires de Barry, sortis de nulle part, depuis des mois. Je les ai juste ignorés. Des messages vocaux qui s'accumulent. Certains sont en colère, d'autres sont juste décousus. Parfois, il appelle tard le soir, laisse un message qui sonne comme s'il avait bu. Puis, la semaine dernière, il essaie à nouveau, mais cette fois, il utilise des messages vocaux sur Messenger, ce qui est bizarre parce qu'il a toujours été du genre à n'utiliser que les textos. Je vois la notification apparaître pendant que je regarde quelque chose sur mon téléphone. J'ai failli supprimer le message. Mais finalement, j'ai cliqué sur lecture. Il commence en ayant l'air fatigué, vraiment fatigué. Il dit qu'il ne sait pas comment me joindre, qu'il est désolé de la façon dont les choses se sont passées, mais qu'il ne sait pas comment réparer ça. Il dit que le temps où les choses étaient simples lui manque, avant que tout le monde ne commence à prendre parti. Il dit qu'il est toujours mon père, et qu'il aimerait que je le rappelle. Parle-moi juste comme avant, même si je te déteste. Il essaie de rire, mais ça sonne faux. Je ne suis pas doué pour ces choses-là, dit-il. Il a merdé, oui, il le reconnaît, mais il n'a jamais voulu que ça se termine ainsi. Un silence, puis sa respiration lourde au téléphone. Et enfin, cette phrase, qui résonne encore, « S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis toujours ton père. » Assise dans ma cuisine, un sandwich à moitié entamé dans une main, le téléphone dans l'autre, j'ai écouté le message en entier. Et j'ai ri. Pas un rire de joie, non. Un rire amer, le rire de la compréhension soudaine. Il avait compris. Après toutes ces années passées à me rabaisser, à faire de moi le bouffon de la famille, le souffre-douleur, il comprenait enfin ce que ça faisait d'être mis à l'écart. Il découvrait ce sentiment de désespoir, celui de tendre la main vers quelqu'un et de ne rien recevoir en retour. C'est ça qu'il n'avait jamais saisi. Il pensait pouvoir continuer à me piétiner et que je me relèverais toujours, que je jouerais toujours le jeu. Mais non, ça suffit. J'ai laissé le message se terminer, puis je l'ai effacé. Pas envie de répondre. Même pas envie d'y penser plus de quelques secondes. J'ai regardé mes autres messages, commandé à manger, continué ma soirée. Le plus étrange, c'est que ce n'est même plus une question de vengeance. C'est juste une question de ne plus laisser les autres te détruire pour leur propre confort. Pendant des années, Barry a eu besoin que je sois un raté, pour ne pas avoir à regarder son propre gâchis. Maintenant, c'est lui que les gens évitent lors des réunions de famille, et moi, je suis sortie du groupe de discussion familiale, je vis ma propre vie, sans me soucier de ce qu'on peut bien raconter dans mon dos. Je n'ai jamais cherché à me venger de façon spectaculaire. J'ai juste utilisé ce que j'avais, appuyé là où ça faisait mal, et je n'ai pas cédé. C'est amplement suffisant. Alors oui, voilà la fin. Pas une fin heureuse au sens traditionnel du terme, mais une fin réelle. Et ça me convient parfaitement.